Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 25 novembre 2025, il est déjà 19h50. Je suis terrifiée à l'idée que l'on approche de la fin de l'année à cette vitesse, mais bref. J'aime bien parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « on dirait trop une musique de sitcom ». Celle qu'on vient d'entendre là, qui est là dans la BO de Mario Kart, et je suis archi d'accord avec ça. C'est trop vrai, il y avait trop une vibe, on avait reçu un générique un peu kitschos. Bref, bonsoir à tous, vous allez bien, trigger warning, j'ai mes lunettes, parce que oui, je porte des lunettes au quotidien, oui, ne soyez pas choqués, bien sûr. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce live qui va être franchement très calme, hein, parce que j'ai pas eu mon quota d'heures de sommeil, et du coup, je me suis dit, j'avais envie de jouer à Power Wash Simulator. Très bon Just Chatting compatible, très bon stream où tu poses le cerveau tranquille, voilà, on est bien. Merci en tout cas d'être là, merci beaucoup pour ceux qui s'interrogent sur les culottes, parce que je l'ai vu, effectivement, alors je ne l'explique pas, ce n'est pas une consigne de ma part, mais la communauté s'est emparée de cette émote et se sert de cette émote pour se dire bonjour. Donc si vous êtes nouveau dans cette communauté et que vous ne comprenez pas pourquoi il y a la culotte partout, c'est pas moi, c'est le chat. C'est leur code à eux. Elle assume pas. Non, c'est moi qui ai créé les modes. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est Abby Daisy. Mais c'est moi qui l'ai commissionné là-dessus. Donc, voilà, moi, je fais des émotes, vous vous en servez. Je suis ravie. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y a quand même une émote qui s'appelle Hello. Et vous vous en servez pas pour dire bonjour. Par contre, la culotte, ça part. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée, une agréable semaine. J'espère que le quiz du grenier vous aura plu aussi hier. On a passé un très très bon moment. J'ai rarement eu le sentiment qu'une émission en plateau ou sur scène était passée aussi vite. Donc c'est quand même vraiment un signe hyper positif parce que ça veut dire qu'on s'est pas du tout ennuyé. Donc j'espère que ça vous a plu également. C'est vraiment très très bien, hein. C'était vraiment rigolo, hein. Première fois que je viens sur ton live, je suis plus sur YouTube en général. Bienvenue Murdoch. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens, c'est le cas en ce moment. Mais, faudrait qu'on en parle un peu plus tard, pas tout en début de live, mais j'ai l'impression que de plus en plus, il y a plein de gens qui privilégient les VOD au live direct. Notamment en replay sur YouTube, j'ai l'impression que c'est une tendance... Alors, c'est pas propre à ma chaîne, hein, j'ai l'impression que c'est une tendance globale. Donc voilà, je ne suis pas très étonnée. Bonsoir. Courage pour le Lumbago Flowstar, c'est pas rigolo ça. Surtout à 30 ans, ça fait chier, putain. Merci beaucoup Yodam Léo, merci beaucoup pour le 4e mois de sub, merci beaucoup, merci Alain Proust pour les beats, merci bien. Merci Baldur pour le 39e mois de sub, merci beaucoup. Merci Kakatoa pour le 16e mois de sub, Avy pour le 9e mois également, merci Ron Gohan pour l'année de sub, merci beaucoup, merci Ametsubu pour les combis. Pour les 5 subgifs, merci beaucoup, c'est très aimable, merci beaucoup, merci Coup de pare-choc pour le 4e mois de sub, Martin, merci beaucoup pour le prime, j'ai un peu trop d'énergie là, tout de suite maintenant, ça veut dire que je vais crash aux alentours de 22h30, ça, je reconnais, merci beaucoup Martin pour le prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup Fro le mage blanc pour le 27e mois, mais je crois que j'avais remercié quand j'étais en live, merci bien. La VOD, tu peux mettre en pause et regarder quand tu veux, ouais, ça a plein d'avantages, puis je pense aussi que... en fait, j'ai regardé cette vidéo. En fait, j'avais hésité à la regarder en live. Et finalement, je l'ai pas fait. Sur la dernière chronique de Popcorn, ils ont fait un truc genre... pourquoi est-ce que les vues, elles se cassent la gueule en ce moment sur Twitch? Genre, où sont les viewers? Enfin, un truc comme ça. Elle a fait pas mal de vues, donc peut-être que vous l'avez maté. Tac, elle est ici. Ah, ils battent pour la vidéo d'en dessous, je suis désolée. Twitch, où sont passés les spectateurs, les actus de PA? Ils s'interrogent un petit peu là-dessus sur pourquoi globalement il y a eu un peu un drop en termes de nombre de viewers au global sur la plateforme, hein, pas voilà. Et je lisais les commentaires beaucoup pour avoir le retour de pas mal de gens. Et il y a tellement de gens qui se plaignaient des pubs sur Twitch et qui disaient que maintenant ils préféraient en fait regarder les replays sur YouTube parce qu'il y avait paradoxalement moins de pubs pour peu que tu aies YouTube Premium. Et t'étais moins emmerdé que sur Twitch, ce qui s'entend parfaitement. Ce qui me manque avec les VOD, c'est de partager. Ouais, moi je suis pareil, quand je regarde des VOD, c'est vrai, des fois j'ai envie de réagir et tu peux pas, quoi. Mais la streameuse ne peut pas lire ton message dans la VOD. Oui, mais comme 90% des gens d'un chat Twitch en général sont silencieux, ils s'en fichent un peu. Donc... Marrant, moi j'ai peu de pubs, mais je suis en Belgique et je refuse les cookies, donc probablement juste pas d'annonceurs. Après, ça dépend des stratégies des chaînes aussi. Ça dépend dans le sens où, justement... on va en parler maintenant, puisque vous voulez en parler maintenant.
Je voulais parler du quiz du grenier d'abord, mais c'est pas grave. Vous savez qu'il y a un nouveau truc de revenu publicitaire où en gros si tu diffuses 3 minutes par heure, t'as quand même un bon pécule qui est représenté. Et j'ai l'impression que c'était peut-être moins le cas il y a quelques temps, mais que beaucoup de streamers l'ont activé. Et du coup, je sais pas à quel point, quand les gens disent il y a beaucoup plus de pubs qu'avant, je sais pas quelle chaîne ils regardent. C'est possible qu'il y ait des chaînes qui aient activé ça, justement. Du coup, ils ont cette impression qu'il y a plus de pubs parce que c'est factuellement le cas. Mais ici, moi, je n'ai pas activé ce truc-là. Toi, tu as refusé la moula? Non. En fait, le truc, c'est que soit tu n'as pas de pré-roll sur... Il y a deux trucs. En fait, attends, je vais me servir de la vidéo parce que comme ça, vous verrez un petit peu plus l'interface et vous comprendrez plus. En gros, c'est difficile de refuser complètement les pubs sur Twitch. Mais tu peux choisir à quel point tu vas en mettre. Donc, quand vous arrivez sur le live, je parle pour les non-subs, donc les gens qui n'ont pas d'abonnement à la chaîne. Si vous êtes non-sub, normalement, vous avez une pub en pré-roll. Vous avez donc une pub avant que le live se lance. Sur ma chaîne, vous avez donc une pub en pré-roll, et après, vous n'en avez plus. Je sais que pendant The Event et tout, il y a eu beaucoup plus de pubs que d'habitude, et ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Apparemment, Twitch a un peu bourré la régie publicitaire à ce moment-là sur un événement caritatif, on apprécie de fou. Mais ici, sur cette chaîne, vous l'avez en pré-roll, et après, plus rien. Il y a d'autres streamers qui font le choix de ne pas mettre de pub en pré-roll, mais du coup, qui balancent 3 minutes de pub toutes les heures. Il n'y a pas de réponse universelle, dans le sens où si t'es un petit streamer, c'est peut-être plus intéressant de faire ça, parce que tu vas miser sur le fait que les gens te découvrent. Et si les gens doivent attendre déjà 30 secondes, voire 1 minute avant de te découvrir, ils vont peut-être pas persévérer. Donc, suivant la taille de la chaîne, suivant ton nombre de subs, à quel point tu fais des sponsors, etc. et tout, ça peut être plus ou moins intéressant. Donc, il n'y a pas de vérité universelle, on va dire. Maf avait voté son chat, pré-roll qui a gagné ou 3 minutes par heure. Moi, à titre personnel, je préfère avoir un pré-roll qui me fout la paix. Au moins, c'est fait. Et après, je suis plus coupée parce que quelle frustration de je sais pas, t'es devant un live et la personne, elle parle d'un truc qui t'intéresse de fou et t'as une pub qui se déclenche à ce moment-là. Et je comprends hein, pourquoi les gens font ça. Je blâme pas les streamers qui le font, évidemment. Hein, mais moi, à titre personnel, en fait, je m'applique dans ma prise de décision, dans ma carrière, je déteste ce terme pour Twitch, mais bon, c'est factuellement le cas. Dans ma carrière, je prends toujours les décisions en fonction de comment je fonctionne en tant que consommatrice moi-même de live. Et je préfère avoir un pré-roll et qu'après on me foute la paix. Merci Fools pour le raid, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous faisiez, mais bienvenue à vous. On vient tout juste de lancer le live. Donc on piaille, on discute pour changer. Et ensuite on passera sur Power Wash Simulator ou devinez quoi. Nous allons aussi discuter. Comme quoi ici on est des pipelettes. Merci beaucoup Capybara pour le 28e mois de sub, merci beaucoup, merci Ravaba pour le Prime également, bienvenue dans la communauté. Orange Saumon pour le 9e mois de sub également, merci beaucoup, merci Robac pour le sub, bienvenue à toi également, merci beaucoup, merci Dragoral pour le 34e mois, merci beaucoup. Et ça rapporte les pubs sur Twitch, je croyais que ça représentait peu de revenus par rapport au sub et au P. En fait, avec la régie publicitaire des 3 minutes par heure, ça peut ramasser pas mal quand même. Franchement, ça peut ramasser pas mal. J'ai entendu pas mal de gens dire que c'était à peu près l'équivalent de leur nombre de subs ou quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a des streamers qui font 200 viewers en moyenne, par exemple, et qui vont avoir 800 subs. Et tu vas avoir des gens qui font 200 viewers et qui vont avoir 50 subs. Il n'y a pas de règle universelle et c'est vraiment au cas par cas. Donc, j'ai découvert sur YouTube et je suis devenue accro à tes rediffs. Bah, avec plaisir. Domingo avait montré un screen indiqué 8K, je crois, pour 3 minutes de pub par heure. Ouais, alors après, PA, on parle quand même du haut du panier en termes de viewership. Attendez, je partage la vidéo. Et là, ça c'est pas... Je crois pas que ce soit son truc à lui. Ou alors, c'est pas là où il l'a montré. Je sais pas trop. Mais PA, c'est assez exceptionnel dans le sens où c'est l'un des plus gros streamers de la plateforme qui fait un nombre de viewers très important à chaque live. Et du coup, c'est des sommes qui sont très importantes. Mais après, je sais plus, j'ai regardé vite fait, mais on m'a dit que les chiffres qui étaient affichés
sur le dashboard n'était pas forcément proche de la réalité. Et moi, je crois que j'ai vu que c'était à peu près... Attendez, je vais me souvenir. 2000 $. Entre 2000 et 3000 $, j'ai un doute. Je sais plus. Alors attendez, j'ai plein de messages à rattraper parce que du coup, je parle, mais je vous lis pas. Ce qui manque à mon goût, c'est que les influenceurs aient plus de contrôle sur les pubs par heure. Quand ils les activent, ça, c'est timé. Ce qui marcherait le mieux, à mon sens, c'est que ce soit suffisamment flexible pour que l'influenceur lui-même choisisse quand il veut mettre la pub. Mais il peut... En fait, enfin, si j'ai bien compris, normalement, tu peux choisir quand tu mets la pub, mais tu peux la repousser un petit peu, mais tu peux pas la repousser ad vitam aeternam. Donc au bout d'un moment, j'en sais rien, peut-être que tu as la possibilité de la repousser 2 fois, et qu'en fait, à la troisième fois, tu peux plus repousser, elle se lance automatiquement. Donc tu as quand même un petit peu de pouvoir là-dessus, mais... Parce que je crois que Ponce, il fait ça, non? Je sais pas si Ponce, elle est 3 minutes par heure, ou si juste, il balance une coupure pub quand il va faire pipi ou un truc comme ça. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, du coup. Si la pub ne venait pas couper le contenu, ce serait plus acceptable. Je me rappelle de ce douloureux moment où j'ai eu une coupure pub pile au moment où Jean Massier répondait à ma question sur Backseat. Aïe aïe aïe. Aïe, bah c'est pour ça que je trouve que les pubs pendant c'est chiant quoi. Mais bon, après, j'ai pas un modèle économique où je fais travailler 10 personnes sous ma coupe quoi. Quand tu es sub, tu n'as plus de pub. Ouais. Bah en gros, c'est quand même une technique pour pousser à sub aussi, hein, mais... Et sachez qu'on peut monter jusqu'à... je crois jusqu'à 18 minutes, je crois. Mais bon, balancer 18 minutes de pub par heure... TF1 est jaloux, quoi. TF1 est jaloux de fou, hein. Sur le principe, le pipi collectif pour lancer la pub me paraît un bon compromis, non? Ben, alors, je parle de ça, mais moi, je suis pas du tout dans une optique où j'ai envie d'activer ce système-là. Dans le sens où... vraiment, je tiens à dire, je n'ai aucun jugement sur les streamers qui font ça parce que chacun a des charges différentes, chacun a un nombre de sponsors différents, avec des tarifs différents, un nombre de subs différents et tout, donc c'est vraiment du cas par cas. Mais dans mon cas personnel, je n'ai pas envie d'activer les pubs sur Twitch 3 minutes par heure. Vraiment. En plus, je pense que ça dépend beaucoup de la communauté. Je pense que ça dépend beaucoup des communautés, mais je pense qu'il y a des communautés qui l'acceptent plus que d'autres. Et des communautés qui le tolèrent moins que d'autres. Et je pense que vous êtes de ce genre de communauté qui tolérerait moins la pub de ce genre-là. Voilà. 3 minutes en fait par heure, je trouve ça énorme. Moi, l'argument principal qui m'embête, c'est que je trouve que ça casse le rythme du stream. Je trouve que c'est un peu embêtant. J'aurais peur que... On est des aigris. Non, c'est pas le terme que je dirais, mais dans le sens où on a quand même une communauté qui est quand même un peu critique par rapport à je sais pas, à des aspects capitalistes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Vous êtes assez critique sur... Enfin, tout le monde est critique sur la pub, mais c'est pas le mot aigri du tout que je mettrais. Mais moi, je trouve ça énorme, 3 minutes par heure, ouais. Mais après, c'est un truc... Enfin, ce que je dis, c'est un truc de privilégié de fou, dans le sens où je peux me passer de ces revenus-là parce que j'ai un nombre de subs qui est très confortable et que je fais des sponsors régulièrement, que j'ai des sponsors aussi... alors, on n'en a pas tous les mois, mais bon, là, depuis quelques temps, il y a eu... Le calendrier a fait que on en a eu qui se sont enchaînés. Mais du coup, j'ai pas besoin de ça, quoi. Et ce n'est pas le cas de tous les streamers, donc ma réalité n'est pas universelle et n'est pas un jugement de valeur. Vraiment, je le précise de fou, mais n'est pas un jugement de valeur par rapport à ceux qui font différemment. Je pense que ça nous saoulerait, mais si tu me disais que tu en as besoin et car tu es en galère ou que ça, je pense qu'on va tanker. Ce serait différent. Mais ce n'est pas le cas. Pardon, j'ai frotté le micro, excusez-moi. Laurence, c'est quoi la rêve de tes bottes d'hier soir? Une tuerie. Alors, la réponse va pas te faire plaisir parce qu'elles sont un peu chères. C'est des bocages. Je les ai payés, hein. C'est pas du tout un truc offert. N'hésitez pas, bocage, si vous voulez m'envoyer des bottes, bien sûr. Je suis très très chaude. Ce sont des bocages et le modèle précis... Attends, je vais te le retrouver. Le modèle précis... C'est un modèle de l'année dernière, mais qu'ils avaient encore en stock. Elles s'appellent les Félix. Les bottes Félix noires de chez Bocage. Elles sont pas données.
mais j'en ai ras le cul d'acheter des chaussures pour pas cher et qu'elles me durent une saison. Donc voilà. Merci pour vos commentaires sur ma tenue d'hier. Imagine, tu aurais dû les enlever, ça aurait tout changé sur son outfit. Bah, de fou. Ça me fait trop plaisir. Grâce au conseil skincare, ma peau est grave mieux, donc merci. Putain, ça me fait trop plaisir. C'était grotesque sur les chiens. Merci. Après, pour ma défense... pour la défense des autres, la première question sur le husky était extrêmement facile. Je pense qu'il y avait plein de gens qui l'avaient alors qu'ils sont pas spécialistes des chiens. Et à côté, j'entendais j'ai vanné Zera qui râlait, mais en vrai, ces questions sur Valorant, elles étaient si dures. Elles étaient si dures en comparaison. Florence, bientôt égérie de marque de luxe pour les events. Vraiment pas, hein. Je suis pas trop la DA. J'ai pas le bon âge en plus pour ça, je pense. Je suis pas assez jeune. Vraiment, je le pense premier degré. Je pense que j'ai pas un profil assez jeune pour attirer ce genre de marque. Et j'avoue que c'est pas trop mon univers, quoi. Pour le dire poliment. Les compétences de Yoru, aucune idée. Mais le nom, surtout. Enfin, cauchemar, à l'aide. Je pense aussi que la pierre commune n'est pas vraiment la cible. Je pense aussi, ouais. Sachant que Zera, la semaine dernière, il a eu un quiz avec Étoile, Kenny et Julgan. Et idem, question Vaio trop dur pour lui et question Smash ok pour Étoile, mais impressionnant quand même. Putain, il y a une malédiction. Faut qu'il arrête de choisir ce thème. Après, je crois pas qu'il ait choisi ce thème, Zera. Je crois qu'il avait pas choisi de thème. Je crois que c'est juste Fred qui a dû se dire ouais, Valo, ça va le faire. Je crois que c'est ça. Hein. Parce que moi, il m'avait pas demandé mon thème. Il m'avait pas demandé mon thème et du coup je savais pas ce qu'il allait me poser comme question. J'espérais de fou que ce soit les chiens et quand il a dit je crois savoir que tu as une passion pour les chiens, j'étais en mode oh Jésus Marie Joseph, yes, let's go. Yes. Si il m'avait dit je crois savoir que tu as une passion pour Elden Ring, j'aurais été en mode oh non. Je vais jump en fait. Merci beaucoup Artean pour l'année de sub, merci beaucoup, merci Neftalouf pour le prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, merci Karlan pour le 6e mois, Samfumi, merci beaucoup pour le 52e mois de sub, merci beaucoup. Combien de patterns à Margit, putain, je vais jump. En parlant de Elden Ring, alors j'avais dit que je reprendrais la semaine dernière, ça n'a pas pu se faire, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas perdu. Je reprends Elden Ring dimanche soir. Voilà. On va peut-être pas repartir en mode tunnel à faire que ça, mais j'ai pas envie de faire non plus une session tous les 15 jours parce que l'objectif ce serait quand même de finir le jeu. Donc je reprends dimanche soir. J'aurais dû le mettre dans le titre d'ailleurs. Je vais le mettre dans le titre, tiens. Je crois qu'on en a fait une commande, mais je sais plus ce que c'est. Reprise Elden Ring dimanche soir. Hop. Donc on va reprendre pas mal de sessions, mais on va pas faire en tunnel comme avant parce que sinon je pense que je vais devenir zinzin, je pense. Bonsoir Chroma. Yeah. Tu as vu passer mes vidéos petit tuto backseat sur Elden Ring au passage? Je crois pas, Camfrey. Je crois pas. Après j'ai pas pu faire ma réunion avec Vras, ça dépend quand est-ce que tu l'as envoyé, mais j'ai pas pu faire ma réunion avec Vras, donc si tu l'as envoyé la semaine dernière, en fin de semaine, il ne me l'a pas transmis. Non, j'ai pas trop vu J-Battle. J'avais vu la première saison, mais... Je crois savoir que tu as une passion pour Stéphane Bourgoin. Putain, j'aurais sauté aussi. Hein. Je suis contente si je vous ai impressionné sur les chiens, je suis contente. C'est mon seul flex, donc... Même avec l'info dans le titre, c'est sûr qu'on aura un book qui va débarquer comme ça et dire When Elden Ring. Alors après, pour la défense des gens, il arrive souvent que les gens ne puissent pas lire le titre en entier parce que sur mobile, c'est un peu relou. Ça arrive. Ils l'ont amélioré, mais le titre est souvent cut. Et puis bon, les gens ne lisent pas les titres de toute façon, même quand il est affiché tout en entier. Mais si tu ne veux pas radoter, si tu n'aimes pas te répéter et redire les choses plusieurs fois, il ne faut pas faire streamer.
C'est un conseil que je vous donne. Si jamais vous voulez vous essayer au streaming ou quoi, même sans en faire un métier ou quoi que ce soit, si vous n'aimez pas vous répéter, si ça vous énerve, ne faites ni streamer ni prof. Parce que c'est vraiment la base du métier. Vraiment, c'est la base. Tout le monde a eu des fulgurances pendant la soirée. JDG, c'était sympa. Il a bien géré. Ouais, de fou. Ouais, de fou. Je trouvais que c'était dur au niveau du... Il y a plein de fois où j'avais les réponses, mais une seconde après. Et du coup, je buzzais pas ou je parlais pas. Et j'étais en mode putain, je suis frustrée parce que je l'ai, mais une seconde trop tard, quoi. C'est-à-dire que... Après, c'est vraiment un entraînement, je pense, de réussir à ouvrir le bon tiroir dans ton cerveau assez vite. Mais c'est vraiment pas évident. Hein. MV m'a fait trop rire avec son entrée là. Mais MV a été si drôle toute la soirée en plus de ça. Médiatrice culturelle, pareil, il faut pas avoir peur de se répéter. Ouais, bah il y a beaucoup de métiers comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai que médiatrice culturelle, j'y avais pas pensé, mais ça marche complètement aussi. Déjà, dès le début, le Basenji, j'ai l'impression que personne ne connaît cette race de chien, race incroyable, même si mon nez s'en souvient. Hein, le Basenji, c'est une race qui est rare. C'est une race qu'on attribue... alors, je ne sais plus à quelle région d'Afrique. Mais c'est l'une des rares races africaines qui existent. Ça vient d'où? Afrique centrale. Ça vient de la RDC. Et il n'y a pas beaucoup de races de chiens qu'on attribue à l'Afrique. Alors, c'est possible qu'on ait fait comme d'hab et qu'on ait dit non, non, ça c'est nous, ça. Alors que ça venait pas du tout d'Allemagne, pas du tout de France, pas du tout du Royaume-Uni. Mais bon, vous connaissez. Mais il y en a pas beaucoup. Et oui, ce petit chien, j'en ai déjà vu en vrai. Ils sont mignons parce que quand ils sont bébés, ils ont un peu des rides. Regardez là, leur petit front tout plissé là. Trop mignon. Trop mignon. Mais c'est un chien avec un caractère un peu spécial. C'est un peu spécial comme chien. C'est pas un chien à mettre entre toutes les mains, on va dire quoi. Non pas que ce soit pas gentil ou quoi, mais c'est des chiens primitifs et les chiens primitifs, c'est un peu particulier. On dirait qu'il est inquiet. Ouais, un peu, ouais. Le Sharpei, ça reste ridé. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il a l'air de nous juger sur une photo. Un peu, ouais. Moi, j'aime bien les chiens qui ont l'air un peu prétentieux comme ça. Et je trouve que le Basenji, il a l'air un peu prétentieux. Alors qu'un Golden Retriever, ça a jamais l'air prétentieux. J'aime beaucoup les Golden, en fait. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais... Voilà, j'aime bien les chiens qui ont un côté prétentieux. C'est quoi un chien primitif? Un loup? Non, ce sont des chiens qui ont été... Comment tourner ça? En gros, dans les catégories de races de chiens, vous avez tout un groupe qui est des chiens de chasse. Vous avez tout un groupe des chiens de berger, par exemple. Il y a toute une catégorie des chiens de compagnie pure et simple qui n'ont pas vraiment... Tous les chiens, globalement, avaient une utilité dans le cadre du travail, au départ. Et on les a classés dans des groupes comme ça. Il y a quelques chiens qui sont considérés comme des races de compagnie, en mode... Vous savez à rien, vous êtes juste mignons, vous nous tenez compagnie. Et dedans, t'as un groupe qu'on appelle les chiens primitifs, qui sont en gros des chiens... alors qui n'ont pas un comportement proche du loup, ce serait impropre de dire ça. Mais ce sont des chiens qui ont été moins... Comment tourner ça? Qui ont été moins sélectionnés. Et du coup, qui ont un comportement qui va plus se rapprocher du loup qu'un chien de berger, on va dire. Mais ce sont des chiens parfaitement domestiqués, ce sont pas du tout des chiens qui sont sauvages, c'est pas du tout des chiens loups comme on peut penser. Le Shiba, par exemple, le Shiba Inu que tout le monde connaît là, c'est un chien primitif. Et du coup, c'est des chiens qui ont un caractère qui est un petit peu particulier et qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains, de mon point de vue. Si on prend un chien primitif, il faut vraiment... De toute façon, quand on prend un chien, il faut s'intéresser au comportement du chien de manière générale, mais d'autant plus avec un primitif. Les huskies en font partie aussi, les Akita en font partie aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les primitifs? Les chiens primitifs, je les trouve tous incroyables en plus. Le Basenji, du coup, en fait partie, hein, comme je disais. La musique est vraiment pas du tout en phase avec ce que je raconte. Merci Nathalie Yves, merci beaucoup, c'est gentil. Les chiens primitifs... Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus?
Santé vet, ouais, alors la traduction... Enfin, je sais pas à quel point c'est fiable, mais... C'est un chien qui a gardé son instinct de survie, son instinct d'animal tout simplement. En vrai, comme tous les chiens en réalité, ça. Ce sont des chiens très intelligents, c'est vrai. Qui n'accordent pas facilement leur confiance, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et du coup, ouais, vous avez plusieurs races comme ça et le Basenji en fait partie. Ah, Moyed aussi en fait partie. Voilà, en gros, si vous aimez les chiens qui vous obéissent au doigt et à l'œil, il faut pas prendre un primitif. Voilà. Il faut pas prendre un chien primitif. Ça ne veut pas dire que quand t'as un chien primitif, enfin d'une race dite primitive, tu peux pas avoir un rappel avec ton chien et tout ça, tu peux pas lui apprendre des tours ou ce genre de choses. C'est juste que si le chien il a pas envie, et ben il va te dire non. Et si tu le gères pas bien, et ben il faut pas prendre ce genre de chien. C'est un peu des chiens un peu plus indépendants, ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont pas proches de leur maître ou ce genre de choses, mais c'est des chiens qui sont un petit peu plus indépendants. En gros, un peu des chiens-chats quand même. Juste que de temps en temps, il va faire le mur pour aller racketter des petits, quoi. Il y a une idée que j'ai trop aimée hier au quiz du grenier. C'était le... Et j'ai l'impression que ça vous a fait plaisir aussi, parce que je ne sais pas à quel point il y avait des gens dans le public qui sont sur le live là ce soir. J'ai trouvé que le karaoké, c'était une super idée. C'était très drôle. C'est très très drôle. Salut, bonsoir Brass. C'est une super idée, j'aurais voulu que ça dure un peu plus. Le quiz de Legolas, ouais, c'était sûr. C'était sûr quand j'ai vu les propals qui étaient la liste des thèmes et que j'ai vu ce thème-là, j'étais en mode mais il n'y a même pas besoin de lancer les votes, je sais ce que les gens vont voter en fait, ce sera les questions de Legolas quoi. Mais n'ayant pas fait LV2 bébé, je n'avais pas. Avec un husky, le rappel tu oublies. Je n'ai jamais lâché le mien car je sais qu'il ne reviendrait pas. J'ai vu des huskies avec des très bons rappels. Mais il y a un facteur chance dans tout ça. Il y a un facteur chance, il y a un facteur travail aussi avec son chien. Mais j'ai déjà vu des huskies en liberté avec un rappel qui était pas dégueulasse. Mais bon, jamais aussi bien qu'un chien de berger, on va pas se mentir. Quel plaisir de promener en nature avec Oliver. Oliver, tu viens? M'écoute tout le temps. À la maison, c'est pas pareil. Mais en nature, oh là là, quel plaisir. Il y a même un facteur cheval. Très bonne vanne, Diogène. Très très bonne vanne. Merci beaucoup Didiez, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, merci Anax Marquis pour les 2 ans, merci beaucoup, merci Valou Sestra pour le 21e mois, Joyful Rain, merci beaucoup pour le 19e mois également, Iceblock pour le 4e mois de Prime, merci bien, merci Monsieur Caillou pour le 5e mois, Artean pour l'année de sub, merci beaucoup. Sans faire de la pub, la personne qui gère le compte, la vie de Sora, après vous faites pas de la pub parce que vous parlez d'un autre créateur de contenu, hein, montre comment faire des rappels avec ses huskies, il en a 3. Le problème des huskies, c'est que je trouve ça trop beau. Après, j'en ai un peu peur parce que c'est le chien qui a failli bouffer Oliver quand il était bébé. Donc j'avoue que j'ai toujours un peu la trouille quand je croise un husky. J'ai un petit traumatisme des huskies, même si je sais que c'est pas des chiens méchants. Mais moi, il y a un truc qui me saoule, c'est que c'est vraiment des drama queens, quoi. C'est-à-dire que quand tu vis avec un husky, il faut que tu t'attendes à ce que ta bande sonore de la vie, ce soit ça, quoi. Attends. Voilà. Après, c'est là, je sais pas, il le fait hurler, je sais pas avec quoi, mais... c'est vraiment les drama queens originels, hein. C'est les siamois des chats. Voilà, tout le temps. Après, c'est dans leur instinct, hein. Je crois qu'au bout d'un moment, ça me taperait un peu sur le système, j'avoue. Parce qu'ils le font beaucoup, genre, c'est pas un peu un à bout de temps en temps, mais...
Ah ouh. Et là, ça va, il hurle pas. Oh, l'autre jour, j'ai vu une vidéo sur TikTok où la nana, elle avait justement 3 huskies qui en fait, qui s'entretenaient les uns les autres. Et puis, c'était vraiment l'alarme en mode... vraiment la sirène de pompier, quoi. Vraiment, je sais pas comment le dire autrement. C'était vraiment la sirène, quoi. Si je tape Husky Drama Queen, peut-être que j'aurai plus de résultats. Je sais pas. Après, j'ai encore des compilations de merde d'animaux là où la moitié c'est pas drôle. C'est le premier mercredi du mois. Non, c'est les chiens. C'est quoi la race d'Oliver? Oliver, c'est un berger Shetland. Mon Spitz le fait de temps en temps, le aou. J'entends quand je joue du saxo et j'avoue que c'est un peu mignon. Moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que Oliver fasse le loup. Donc des fois, je lui ai vraiment passé des vidéos de chiens qui hurlaient comme les huskies, comme ça et tout, ou de loups, pour voir si ça a déclenché un espèce de aou de sa part. Et il a jamais fait le loup, donc je suis trop frustrée. Je suis trop frustrée, sauf une fois où je l'ai entendu faire dans son sommeil un tout petit aou. Et il a plus jamais refait. J'ai pas pu le filmer parce que je m'y attendais pas du tout. Et j'ai vraiment entendu faire le tout petit aou, mais vraiment, on avait l'impression que c'était un louveteau qui apprenait à faire aou. C'était trop cute. Il l'a jamais refait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Des fois où je le voyais dormir, je passais des sons de loup derrière pour voir si, tu sais, dans son rêve, ça faisait un peu un truc où il se disait « Ah, putain, je suis un loup, faut que je hurle et tout. » Ça n'a jamais déclenché quoi que ce soit. je suis trop dégoûtée. Mais je pense que tous les gens qui ont eu des chiens ont tous essayé de leur faire le loup, je pense. C'est quoi exactement un berger? Un berger, c'est un chien qui a été sélectionné. À la base, toutes les races existent pour des raisons utilitaires, comme je disais. Et en gros, on a sélectionné des chiens qui avaient un instinct particulier, des facultés particulières à rassembler des troupeaux, à faire bouger les troupeaux d'un endroit à un autre, voire à faire de la garde de troupeaux aussi, c'est une autre catégorie. Et à force de sélectionner ces chiens, et ben, ça a donné les bergers. Donc vous avez des bergers australiens, vous avez des border collies qui sont des bergers Shetland, qui ont tous à la base des prédispositions à la garde de troupeaux notamment. Oliver tient un loup. Et en fait, ça se voit que Oliver, c'est un chien de berger, parce que le pire traumatisme que tu peux faire vivre à Oliver, c'est... En fait, j'aime beaucoup des fois me balader avec Oliver en groupe. Et des fois, ça arrive que le groupe se split en deux pour une raison X ou Y, j'en sais rien. Quelqu'un va aller faire pipi dans un coin de la forêt, j'en sais rien, tu vois. Et si jamais le groupe se split en deux pour une raison ou une autre, Oliver est vraiment en mode... Bah non. Bah non, en fait, vous restez tous ensemble ou vous vous séparez pas, en fait. C'est quoi ce bordel? Et tu sens vraiment qu'il est perturbé de fou. Non, mais c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Vous êtes censés rester ensemble. Il met pas de... Il y a des chiens qui ont tellement l'instinct qui est fort qu'ils mettent des coups de... Enfin, ils vont claquer des dents proches des jambes des gens. Tellement ils ont l'instinct qui est fort. C'est pas le cas d'Oliver. Par contre, Oliver, quand il marche, il va marcher devant. Puis il va s'arrêter, regarder si on suit bien. Et des fois faire le tour pour voir, pour être sûr que tout le monde suive. Et s'il y a des gens qui sont trop derrière, il va vraiment les attendre. Et c'est marrant parce qu'il y a quand même vraiment un truc d'instinct de berger de faire ça, de rassembler. En ligne, 2 par 2. Mais c'est dans leur instinct en fait. C'est des chiens qui ont été sélectionnés pendant des centaines et des centaines d'années pour remplir une fonction précise. C'est pas parce que leurs parents et leurs grands-parents ont arrêté de faire du troupeau que l'instinct il a disparu pour autant, quoi.
C'est pour ça que quand on prend un chien, pas forcément pure race, hein, si vous prenez un chien en refuge, quoi qu'il y a des pures races des fois en refuge, mais vous avez capté, quand il est apparenté berger ou apparenté chien de chasse, bah vous savez qu'ils vont quand même avoir un type de comportement un peu particulier par exemple. Et être accro au panard qui pue, c'est aussi dans son instinct? Oui. C'était acquis ça, c'était pas du tout de... Enfin c'était de l'inné, pardon, c'était pas de l'acquis. Tous les chiens, ça aime la vente faisandée. Le border de mon oncle, il nous entoure et quand on a un qui se barre, il court pour le remettre avec les autres en mode vous êtes des moutons. Ouais, le border, c'est encore plus fort comme instinct. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un chien qui est très très compliqué à avoir, le border collie. Il y a des besoins qui sont... Putain, vous me lancez sur les chiens, on va y passer 1000 ans. Le border collie a vraiment un instinct de berger qui est vraiment encore plus fort que plein d'autres bergers. Et ça peut être assez vite des chiens qui sont invivables si jamais leurs besoins sont pas remplis. Parce que c'est-à-dire que Oliver, son instinct de berger, il est quand même très light par rapport à un border collie qui va peut-être faire ça avec des enfants, avec des chats, avec des... Voilà. Je viens de tester en imitant le loup, ça marche pas mal sur ma chienne. C'est trop mignon ça. C'est vraiment passionnant de t'écouter parler de chien. Et pourtant, c'est pas mon truc à la base. Me lancez pas, hein, parce que dans 4 heures, j'y suis encore. Hein. Des fois, je m'arrête en me disant putain, je vais être relou là. Je suis surpris que tu en saches autant sur les chiens alors que Oliver est ton premier. Parce que moi, je voulais un chien depuis que j'avais 13 ans. Et j'ai eu mon chien à l'âge de... je sais plus quel âge j'avais. 27 peut-être, un truc comme ça. 26-27. Donc j'ai mis 13 ans en fait à ronger mon frein en apprenant plein de trucs, en regardant plein de vidéos de comportement canin, en me renseignant vraiment beaucoup sur l'histoire des races aussi, c'est vachement intéressant. Sur l'histoire des races et tout, donc j'ai accumulé de données comme ça en me disant comme ça, le jour où j'aurai un chien, je serai prête. Total, le jour où j'ai eu mon chien, j'ai eu que des problèmes que je n'avais jamais vus nulle part. Exemple typique, je n'avais jamais entendu quelqu'un avoir ce problème avec son chien. On m'avait dit tu vas voir un chiot, ça pisse partout, t'en auras trop marre de nettoyer et tout ça. Ok. Mon chien ne pisse pas. Jamais. Jamais. Il se retient jusqu'à déborder quoi. J'étais en mode mais qui a ça comme problème avec son chiot? Personne. Je suis tombée sur la partie pas au partiel quoi. C'est un chien citerne. Hold. Je pense qu'Oliver sera ton seul chien. Non, j'aurai des chiens toute ma vie, je pense. Non, maintenant que j'ai eu des chiens, alors je dis pas que j'en aurai forcément en continu, parce que voilà, j'ai pas trop envie de parler de ça, parce que c'est pas hyper joyeux, mais je pense que quand t'as perdu ton animal, t'as pas forcément envie de renchaîner sur un chien tout de suite. Ça dépend des gens, voilà. Mais j'en sais rien, mais par contre, ce sera jamais pendant enfin... Tous les gens de toute façon qui ont dit non mais vas-y j'en reprendrai plus jamais des animaux et tout, à chaque fois ils finissent par craquer, c'est qu'une question de temps. Quand t'as connu la vie avec des animaux, c'est dur de t'en passer tout le reste de ta vie quand même. J'ai eu ça aussi avec mon chien durant 3 jours après l'adoption. Ouais bah moi ça a duré des mois. Ça a tellement duré longtemps, Sifa, que mon chien, encore à l'heure actuelle alors qu'il a 5 ans, quand il fait pipi, je le félicite encore. Tellement s'il est un peu contrarié, s'il est un peu stressé, s'il est dans un environnement qu'il connaît moins et tout. Ça, c'est des chiens qui sont stressés et anxieux. C'est pour ça. Nous aussi, on a toujours eu 2 chiens. Puis on a eu un border, il a l'énergie de 3 chiens, on ne prend pas de second chien pour le moment.
C'est pas l'inverse, normalement, ils font pipi quand ils sont stressés. Ils peuvent faire pipi quand ils sont stressés, mais il y a des chiens qui... Vous savez, en fait, le comportement animal, peu importe d'ailleurs l'espèce, les individus sont quand même pas les mêmes. Donc même s'il y a des patterns, ils ont aussi leur personnalité et ils ont pas la même façon d'exprimer leur, leur stress ou de... Enfin voilà, il y a des chiens qui vont pas du tout agir de la même façon. Il y a des chiens qui vont peut-être pisser de stress, mais en fait, en gros, globalement, c'est de l'instinct. Peu importe l'animal, quand il fait ses besoins, il est un peu en situation de vulnérabilité. Donc s'il se sent déjà vulnérable, il n'a pas forcément envie de faire ça. Comme vous, si vous êtes dans le rush et qu'il faut que vous fassiez cax très rapidement, bah, peut-être que vous n'allez pas réussir parce que vous, du coup, vous êtes pressurisé et du coup, vous êtes bloqué, quoi. Merci Darak pour le 7e mois de sub. Johnny Poirot pour le 53e mois. Lindy Praviti pour le 7e mois de sub. Marvin pour l'année de sub également. Merci beaucoup. Je suis famille d'accueil pour chat et j'aimerais un jour prendre un chien. Mais j'avoue que j'ai peur que le chien ne soit pas sociable avec le chat. Bah, il y a des races qui sont plus prédisposées que d'autres, on va dire. Genre, par exemple, les lévriers, comme ce sont des chiens qui sont assez doux, en général, ils sont assez compatibles avec les chats. Par exemple. Mais si t'es famille d'accueil pour chat, il y a un truc que je tenterais peut-être pas trop, c'est le husky, pour le coup. Par exemple. Mais après, ça dépend comment ils sont habitués. S'il arrive bébé et qu'il a toujours été habitué à fréquenter des chats, ça devrait bien se passer, quoi. Oh la vache, j'ai un husky qui est décédé à 21 ans. Waouh, il a vécu longtemps de fou. Après une période de deuil, mon père ne voulait plus de chien et a finalement adopté un malinois il y a maintenant 8 ans. Ce que je dis, hein, c'est vraiment, des fois ça prend des années, mais à chaque fois les gens ils finissent par reprendre un chien à la fin. Hein. Après, il faut que le chat soit aussi compatible au chien. Il y en a plein qui font des misères au chien. Oui, c'est vrai. Totalement. J'ai eu un berger belge tervoyenne pendant 14 ans, issu d'une lignée de chiens dressés à la sécurité. Oh putain, il devait être intense. Il stoppait les gens qui couraient en leur passant entre les jambes. Putain, en plus, ça devait être un gros chien pour les gens qui avaient peur des chiens, ça devait pas être facile. C'est un berger australien anxieux, mais lui, il le manifeste en tremblant comme une feuille. Bah, Mistral, il s'est tapé un petit coup de stress pendant que je le gardais. Et justement, il tremblait de fou. Et Oliver, je sais qu'il est très stressé aussi, mais je l'ai jamais trop vu trembler comme ça. Il a d'autres attitudes. En fait, c'était marrant parce que Mistral avait tendance à, du coup, un peu à y trembler. Et on dirait qu'il grelottait. Oliver, quand il est stressé, il fait les 100 pas. Il arrive pas à se poser du tout. Et Mistral, il était vraiment assis. Et Oliver, il faisait il faisait des 8. C'est le chien d'Eventis Mistral. Je l'ai plus, il manque trop. J'ai toujours eu des chats en maison et maintenant que j'ai mon appart, j'hésite à en prendre un. Notamment car je ne saurais pas où mettre la litière chez moi. Si vous êtes en appart, enfin moi c'est ce que je ferais si j'étais actuellement en appart et que je voulais un chat. Je prendrais un chat qui est positif au FIV, le sida des chats là. Ou en fait c'est des chats qui n'ont pas le droit de sortir pour pas qu'ils transmettent le... C'est un virus? Je sais plus. Pour pas qu'ils transmettent le virus à d'autres chats en sortant. Et du coup je ferais ça. Parce que c'est des chats qui sont moins adoptés en plus de ça. Il est triste de plus avoir son coloc, Oliver. Bah, je sais pas, je me demande. En fait, je pense qu'il aime bien ce côté un peu enfant unique et en même temps, bah, j'avais l'impression qu'il était vraiment content d'avoir un copain, quoi. Salut à ceux qui arrivent. Mon chien, c'est un collet de 2 ans, c'est vraiment une flippette et un stressouille de la vie, un peu comme Oliver. Les Shetland et les collets, c'est pas des téméraires. Hein. C'est clairement pas des téméraires. J'avais adopté 2 chatons, si à moi, d'une même portée. Best choix du monde. J'avais tellement peur de pas faire assez bien et grâce à ce choix, je les sens vraiment équilibrés.
Enfin, 2 chatons, par contre, faut avoir les nerfs, hein, quand même. Hein. C'est trop mignon, mais faut avoir les nerfs, hein, parce que... Oh, les chatons... En fait, les chiots, ça fait des bêtises, mais au moins, ça monte pas sur les tables, quoi. Ça monte pas sur sur la cuisine, ça monte pas au rideau, ça monte pas... voilà. Alors qu'un chat... Est-ce que c'est pas mieux d'avoir 2 chats pour un appart? Ça dépend de la taille de l'appart. Ça dépend du comportement du chat aussi. Vous avez des chats et des chiens aussi qui ont envie d'être le seul animal de la maison, hein. Il y a des animaux qui aiment vraiment être tout seuls. J'arrive pas trop à savoir à quel point c'est le cas d'Oliver, j'en sais rien. Mais... Ma mère a 20 animaux à la maison, je me demande si ce n'est pas une pathologie. Ça peut, mais après 20 animaux à la maison, dans une maison, ou genre c'est quelqu'un qui a des poules et tout ça. Parce que 20, ça peut chiffrer vite, mais il suffit que tu aies 5 poulettes. Ça monte vite. Le syndrome d'Arche de Noé, c'est impossible à dire avec cette seule information, mais... Le syndrome de Noé, généralement, c'est beaucoup plus en général. Hein. Le syndrome de Noé, pour ceux qui savent pas, c'est en gros, c'est comme le syndrome de Diogène. Donc le syndrome de Diogène, c'est des gens qui vont accumuler des choses à l'excès, et y compris des choses qui n'ont aucun sens. Hein. Vraiment, ça peut aussi être... c'est pas tous les gens qui ont un syndrome de Diogène qui font ça, mais ça peut aussi être des détritus. C'est une maladie mentale. Hein. C'est vraiment... C'est pas une... Enfin, faut pas considérer que ces gens comme complètement inconscients et stupides ou ce genre de choses. C'est des gens qui souffrent et la façon qu'ils ont trouvé d'exprimer leur souffrance, c'est à travers ça. Et le syndrome de Noé, c'est un peu la même chose, mais avec des animaux. C'est des gens qui vont accumuler les animaux de façon pathologique. Et le problème, et c'est là où quand même c'est un critère assez important, c'est des gens qui accumulent tellement qu'ils n'arrivent pas à faire en sorte que les animaux soient bien entretenus. C'est-à-dire que les animaux sont négligés. Les animaux sont pas forcément en très bon état, ils sont pas forcément stérilisés, ils sont un peu laissés pour compte en mode ils se reproduisent tout seuls. Et ça devient incontrôlable. De toute façon, moi j'ai un discours assez radical là-dessus, mais je suis assez pro-stérilisation, d'autant plus pour les chats, parce que les chats, ça prolifère, mais à une vitesse. Et bon, pour la biodiversité, c'est pas dingue, mais en plus, après, ça accumule dans les refuges et tout, donc moi, j'avoue que hors contrainte médicale qui rend la stérilisation ou la castration impossible, parce que l'animal est trop vieux, par exemple, et que ça lui fait courir un risque, j'avoue que je suis un petit peu pour la stérilisation systématique, hein. En plus d'éviter pas mal de maladies aussi, hein, par rapport à ça. Hein. Au Canada, la stérilisation est obligatoire pour les animaux de compagnie hors élevage. Bah, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Si vous prenez un animal en refuge, de toute façon, il est forcément stérilisé. Et s'il n'est pas stérilisé parce qu'il est trop petit, par exemple, vous avez normalement une caution que vous devez... Enfin, vous faites un chèque de caution. Et vous devez rapporter la preuve de sa stérilisation, sinon le chèque est encaissé. Normalement, les assos, elles stérilisent à balle pour endiguer le problème, en fait. Je trouve qu'il y a que des avantages à la stérilisation. C'est-à-dire que les chats, par exemple, si jamais ils sortent, ils vont moins se battre, par exemple. Je dis pas que les chats qui sont stérilisés ou castrés, ils sont pas bagarreurs du tout, mais... ça limite un peu le truc quand même. Et il marque moins, ouais. Putain, les chats qui pissent. Putain, en plus, ça pue la pisse de chat. Merci beaucoup, Matt of Jump. Merci beaucoup pour le 12e mois de sub pour l'année. Merci beaucoup. Merci, Gurvan, pour le 2e mois de Prime. Darak, pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Mais oui, ça diminue les risques de cancer. Je trouve que en fait, ça peut aussi régler quelques petits problèmes de comportement aussi. Des chats un peu trop territoriaux, un peu trop agressifs, des chiens qui vont un petit peu avoir tendance à créer des bagarres ou ce genre de choses. Je dis pas que ça règle tout, mais ça peut être un début de piste. Et puis ça t'évite d'avoir la portée indésirée, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est pas rien quand même. Parce que
Une chatte, ça peut mettre à des fois 6 petits, donc trouver 6 familles différentes. Et il y a des chiens, ça peut aller jusqu'à 12 bébés, quoi. Mais... il y a pas tous les chiens, mais il y a des races de chiens qui mettent... Enfin, qui font 12 chiots, quoi. Mon chat fuguait H24 avant que je le stérilise, l'enfer. Bah ouais, il cherche de la femelle. Je crois que Babylabilux est en souffrance. Comment ça? J'ai adopté une minette qui avait perdu une patte et il s'est avéré qu'elle attendait des petits. Elle nous a pondu 4 bébés 3 semaines après son opération de la patoune. On s'est retrouvés de 1 à 6 chats, c'était fun. Oh waouh. Recours, madame avocate. Je n'ai jamais été avocate. Ça veut dire quoi, promesse synalagmatique dans le juridique? Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette suite de mots. Pour moi, c'est entre deux personnes. Attendez, synalagmatique, je me souviens plus exactement. En droit, un contrat synalagmatique est une convention par laquelle les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre. Voilà, les deux ont des obligations. Simplement. J'ai eu un petit doute. Comment ça dater? C'est Madame Droit, voilà, c'est ça, Madame Droit. Je n'ai pas été avocate, je n'ai jamais été avocate. Actuellement, en master de droit social, je rigole beaucoup. Devant le mot synalagmatique ou en master de droit social? Je doute que tu ris beaucoup en master de droit social. Puisque j'ai fait le même. Quoi qu'il y a quelques circonstances qui sont quand même un peu marrantes, mais... Genre un contrat de travail? Ouais, un contrat de travail, ça pourrait être un contrat synalagmatique, oui. Ça pourrait. Bon, j'ai parlé de droit, je peux garder le pseudo encore. Il y a un cheveu sur le micro, Florence, on peut l'enlever pour les anxieux du chat. Alors, je veux bien l'enlever, mais bon... faut pas être trigger pour si peu, quand même. si je peux me permettre, c'est assez anecdotique, quand même. Trigger warning cheveux. Désolée de ne pas être chauve. Je vais enlever mes cheveux sur la tête. Ongle chauve. Tout contrat qui comprend une réciprocité dans les obligations est synalagmatique. Putain, j'avais pas envie. Putain, mon chat est bizarre. Hein. J'avais pas envie de voir ça sur mon chat. C'est un cheveu ou un poil d'Oliver? Non, là, c'était un cheveu. D'ailleurs, je vais bientôt emmener chez Oliver, chez le toiletteur, là, pour lui virer ses poils. Parce qu'en fait, les chiens, faut leur mue 2 fois par an. Pour la mue d'hiver et la mue d'été, quoi. Et du coup, là, il a son poil d'hiver, donc faudrait lui enlever un peu le poil mort qu'il a de l'été et de l'automne. Et la toiletteuse, elle a parlé de débourrage, et ça me fait rire. Pour moi, débourrer, c'était forcément pour les chevaux. Pour les poulains. On disait débourrer un cheval, je sais plus exactement ce que ça... Enfin, en quoi ça consiste, parce que j'ai jamais fait de poney de ma vie, mais il me semble que pour moi, c'est lui apprendre à supporter la selle, le licol et tout, des trucs comme ça. Et voilà. Et là, elle a parlé de débourrer Oliver, et ça me fait beaucoup rire. On va aller débourrer Oliver. Oliver débourré. C'est un peu un poney, finalement. Pour les imprimantes, pour moi. Ah oui, aussi, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. On va le débroussailler.
Oliver le Shetland, le poney Shetland. À quel point c'est vrai le cliché des petites filles qui veulent un poney, le chat. Je sais pas, je pensais surtout à un cliché de petite fille qui fait du cheval, non? Moi, j'ai jamais voulu de poney. Après, si, après j'ai voulu à peu près tous les animaux de la Terre, donc... Quand j'étais enfant, j'ai jamais eu d'animaux quand j'étais enfant. Tu m'aurais filé n'importe quoi, j'aurais été refaite. Et à chaque fois que je dis ça, les gens ils me disent même pas un hamster? Bah non, même pas un hamster. J'ai vraiment dit aucun animal. Tu m'aurais filé un lapin, un hamster, le chat, c'était mon dream. OMG, un escargot, merci. Non, par contre, j'ai une anecdote mignonne, c'est quand j'étais enfant, je voulais tellement un animal de compagnie que j'avais adopté, j'avais pris une fourmi et je l'avais mis dans une petite boîte avec des trous pour qu'elle puisse respirer et tout. Et je lui mettais des petites miettes, je me souviens. J'étais toute pitchoune, hein, vraiment, j'avais 6-7 ans, un truc comme ça. Et je me disais, bah, du coup, c'est ma fourmi de compagnie, quoi. Sauf que bah, je savais pas qu'une fourmi, à l'époque, ça devait vivre en groupe, quoi. Ça pouvait pas vivre tout seul. Bichette. Je l'ai perdue dans ma chambre. Un jour, elle s'est enfuie de la boîte. Je ne l'ai jamais retrouvée. J'étais très triste, en plus. Peut-être que j'étais tombée sur une fourmi anxieuse sociale, quoi. La fourmi en tôle. Mais oui, je m'en veux, la pauvre. Elle a dû mourir toute seule, là. J'avais fait pareil avec un escargot. J'ai déjà fait ça avec des gendarmes. Ma nièce a des cloportes de compagnie dans leur terrarium. Elle a écrit journal d'un prisonnier. Donc le bureau, c'est une continuité du truc, quoi. Super. En gros, c'est ça. Une de mes cousines a adopté un escargot géant au passage quand elle avait 6 ans. Elle l'aimait tellement qu'elle s'est douchée avec. Rip. Oh non. Mais non, mais j'avais découvert ça, les escargots géants, c'est un peu badant. Mais il y en a qui ont ça. Ah, j'aime pas. Ça fait la taille d'une main, quoi. C'est vraiment gros, quand même. Non, j'aime pas trop. C'est un peu trop gros à ce stade-là. Vous irez voir si vous voulez. Vous tapez escargot géant et je vous jure que ça existe pour de vrai, c'est pas des fakes. Hein. C'est... Ça rentre dans la catégorie dinosaure, j'aime pas. J'en profite pour dire que les poissons ne sont pas des animaux à prendre à la légère. Un poisson rouge, ça fait 30 cm adulte, ça vit à plusieurs et ça a besoin d'un gros volume, 150 à 200 ml d'eau. Litres, pardon. Oui, tu as raison, Pouette. Tu as raison. Dans plein de pays, je sais plus si c'est le cas de la France, mais les bocaux ronds ont été interdits parce que c'est de la maltraitance en réalité. C'est des animaux qui... Enfin, vraiment, c'est hyper triste, c'est pas du tout stimulant. C'est vrai que je pense qu'on en voit moins qu'avant, mais les gens qui mettent des poissons dans un bocal sans la moindre cachette, sans la moindre végétation et tout, juste comme un élément de décor vivant, c'est quand même choquant de fou. C'est quand même choquant de fou. Le nombre de gens qui ont dû faire crever leurs combattants parce que, vous savez, les combattants, c'est des poissons qui doivent vivre seuls pour le coup. Parce que sinon, ils se battent. Je crois que c'est un poisson d'eau tempérée, voire chaud. Et du coup, il y en a plein qui meurent parce qu'ils sont pas dans des conditions... voilà, c'est des très beaux poissons. Sauf qu'en fait, les conditions de détention d'un combattant, c'est ultra relou. Mais en fait, les gens s'en foutent parce que c'est des poissons. Donc ils s'en fichent. Et c'est clair que oui, les poissons, s'il y a bien un animal pour lequel on a assez peu de considération et on s'en fiche un peu s'ils sont pas dans des bonnes conditions, c'est eux. C'est vrai qu'un combattant, c'est très joli. Hein. Je suis d'accord avec vous que magnifique poisson. Sublime. Somptueux. Mais conditions de détention très particulières. Hein. Ils s'en fichent, bien vu. C'est un peu un pan des poissons, oui, je suis d'accord. Bon, lui, c'est un fake, ça, je pense. Je pense pas que ça ait dégradé comme... Oh, remarque.
Non, par contre, c'est sublime, hein, mais oui, les poissons, c'est des contraintes de fou. Je connaissais quelqu'un quand j'étais enfant, justement, qui avait un immense aquarium qui était d'eau tempérée ou chaud, je me souviens plus, j'étais enfant, et je me souviens de la machinerie qu'il y avait derrière. Et quand je vous dis que c'était un aquarium, c'était pas l'aquarium qui fait cette taille-là. Hein. C'était dans ma tête d'enfant, c'était un mur. Bon, je sais pas si c'était à ce point un mur, mais c'était vraiment un très très grand aquarium. Très très grand aquarium avec une machinerie derrière qui maintenait la qualité de l'eau, qui nettoyait l'eau, qui la filtrait et tout ça. Enfin, ça devait être un budget de malade. Mais c'était sa passion. C'était sa passion. Il était passionné d'aquariophilie. Et du coup, il passait beaucoup de temps à entretenir son aquarium et tout ça. C'était vraiment une de ses passions. Et il était très renseigné. Mais c'est une passion qui coûte très très cher. Mais oui, les poissons rouges, typiquement, c'est vraiment un truc qu'on file à des enfants, alors qu'en fait, c'est pas censé vivre tout seul. C'est pas censé vivre dans des environnements aussi pauvres en termes d'aquarium, quoi. Et voilà, les aquariums, faut pas voir ça comme des genres de cages, ce sont des systèmes de survie en vrai. Exactement. Oh, mes parents ont un aquarium faisant tout le tour du salon. Tout le mur du salon, pardon. Il y a une pièce complète derrière pour la gestion. C'est eau de mer aussi, donc ça complexifie grandement tout. Ouais. Ah, tu crées tout un écosystème chez toi, quoi. Quand j'étais petit, j'avais 2 poissons rouges, il y en a un qui est mort et l'autre s'est jeté du bocal 2 semaines plus tard. Ouais, mais il y en a plein des histoires comme ça. Plus les chats qui vont pêcher aussi. Ça, c'est un truc aussi. Les chats qui se mettent sur les aquariums et qui chassent et qui créent un stress aux poissons de fou. Et les gens, ils filment ça en mode « Ah, regardez, c'est rigolo, le chat, il essaie de chasser, quoi, enfin de pêcher. » Et toi, t'es en mode « Le poisson, il est juste en train de se dire « Au secours !» Les combattants sauvages ont des nageoires plus courtes et les grandes nageoires des combattants élevaient les gènes pour nager. Ah ouais. Je ne savais pas. Je connais rien en poisson par contre. Hein. Je connais rien du tout en poisson. Je sais juste pour le combattant que c'est un animal qui porte son nom pour la raison que justement il est agressif avec ses congénères, quoi. Mais sinon j'y connais pas grand chose. Et j'avoue qu'en grandissant, je me souviens d'être allée dans un grand océan, un grand aquarium quand j'étais enfant, vraiment l'aquarium où tu vas visiter, quoi. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Et avec mon recul d'adulte, maintenant, je me dis, j'ai plus trop envie d'aller dans un endroit, quoi. Après, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des dauphins, des orques, des trucs comme ça et tout. Mais bon, quand même. Une connaissance de famille est vétérinaire spécialisée pour récupérer les animaux importés illégalement ou à la douane. Il a une dizaine d'espèces, serpents, oiseaux, grenouilles, etc. dans son sous-sol entièrement aménagé. C'est giga impressionnant. Putain la vache. Pareil pour les zoos. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Ouais, je me souviens d'avoir été au zoo quand j'étais enfant et d'avoir vu... Je sais plus dans quel zoo c'était. D'avoir vu un ours blanc qui faisait le même trajet, tu voyais vraiment qu'il avait marqué l'endroit en fait, voilà, et qui balançait la tête de droite à gauche. Et je me souviens dans ma tête d'enfant, je me disais mais c'est pas normal ce comportement, c'est bizarre. Et bien plus tard, bien des années plus tard, j'ai compris qu'on appelait ça de la stéréotypie. C'est les animaux qui développent des comportements indésirables tellement ils deviennent fous en fait. Donc ouais, j'avoue que si j'avais des enfants, je les emmènerais pas au zoo. Hein. Mais bon, on n'avait pas autant de regards critiques dans les années 80-90 que maintenant, je pense. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un paquet de films aussi qui sont venus... Enfin, il y a eu quand même un avant, un après Blackfish, par exemple, qui a été un film qui a traumatisé beaucoup de monde, que je vous conseille de voir, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu. Un documentaire qui va parler de tout ce qui est Putain, c'est pas Marineland, c'est quoi? Si, c'est Marineland. Je sais plus.
Si, c'est Marineland, ouais, qui va parler des conditions de détention des animaux des Marineland, des SeaWorld, plutôt, voilà, des SeaWorld, parce que Marineland, c'est français. Des SeaWorld, maintenant, il y a eu quand même une grosse baisse de fréquentation de ce genre de choses, notamment grâce à Blackfish, même si c'est pas le seul. Et oui, j'ai plus trop envie de fréquenter ce genre d'endroit. L'un des endroits les plus tristes que j'ai vu d'ailleurs, c'était il y a la ménagerie de Paris que je trouve hyper triste. Et il y a aussi le parc de la Tête d'Or là, où il y a des animaux qui sont détenus. Pas bien grand quand même. Hein. Il y en a toujours d'ailleurs, j'y suis passée dimanche. Ah ouais? Bon, après, j'y étais allée il y a 2-3 ans et il y avait des... On n'était pas allé dans ce but-là, on était passé, mais il y avait des pandas roux et tout ça, quoi. Donc, mais c'était... Ouais, ça fait un peu mal au cœur, quand même. Et c'est pareil, moi, il y a un truc que j'aimerais trop faire, c'est... Mais je me suis pas renseignée là-dessus. J'aimerais trop aller faire des espèces de safari pour aller voir les animaux dans leur environnement naturel. Mais en fait, je me dis, mais en fait, c'est pas normal de pouvoir voir un animal qui ne fuit pas à la vue d'une voiture à quelques mètres, de voir des éléphants au loin ou des trucs comme ça. En fait, il y a trop... Moi, j'aime vraiment... Je suis passionnée d'animaux de fou. Du coup, j'ai envie de les voir dans leurs environnements naturels. Mais je me dis, bon, déjà, est-ce que le modèle économique derrière est hyper OK? Est-ce que... ça n'avait pas loisir un peu chelou où tu sais que ça cache des trucs un peu bizarres derrière. Est-ce que les animaux sont pas rabattus vers l'endroit où tu passes? Enfin, ça pose tellement de questions. Pareil, il y a un truc, il y a deux trucs qui me font grave envie. J'ai des amis qui étaient allés je crois que c'était en Indonésie, je sais plus, qui étaient allés dans un sanctuaire pour aller voir des éléphants. En fait, alors ça c'est un conseil, si jamais vous allez dans un pays d'Asie et qu'on vous propose un tour d'éléphants, de monter à dos d'éléphants, sachez que les pratiques derrière ça sont absolument ignobles pour l'animal et qu'il y a vraiment beaucoup de maltraitance. Si vous l'avez fait dans le passé sans savoir, je vous blâme pas, mais juste voilà, j'en profite qu'on parle de bien-être animal pour parler de tout ça. Elles étaient du coup allées dans un sanctuaire qui récupérait justement les éléphants qui servaient justement à promener les touristes et qui avaient été vraiment maltraités de fou. Mais pareil, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait certains sanctuaires où ils se brandaient là-dessus sur le comportement, le plus grand respect et tout ça, mais en fait c'était un peu shady aussi, il y avait des trucs quand même qui n'allaient pas et tout ça. Et là, il y a un truc qui me fait grave envie en France, mais pareil, il faut que je me renseigne si éthiquement c'est ok, mais d'un côté, comment savoir, où en gros, tu peux dormir dans des espèces de cabanes et qui sont un peu vitrées et tout ça, et tu peux, ou pas d'ailleurs, voir des loups. En fait, t'es vraiment au milieu des loups, mais t'es pas sûr d'en voir parce qu'il faut encore qu'ils passent dans le coin, quoi. Et pareil, je me pose trop la question, est-ce que derrière, les animaux, ils ont suffisamment de la place? Est-ce que c'est ok? Est-ce que les conditions de travail des gens qui bossent là-dedans sont ok? Enfin, c'est compliqué quand même. Hein. Les loups du Gévaudan, c'est peut-être ça, ouais. Ah ouais, il y a une influenceuse, Misu Charlie sur Insta, je la suis en plus, qui est en Afrique du Sud pour documenter les safaris dont le modèle économique, mais elle vient d'y arriver, je crois. Ah bah je suivrai avec plaisir parce que c'est... Je suis sûre qu'il y a déjà des ressources disponibles sur Internet. C'est juste que là, j'y avais pas pensé depuis un moment, mais il faudrait que je me penche sur le sujet pour savoir ce qui se cache derrière. Mais je trouve ça difficile de... Quand t'aimes vraiment les animaux... et que t'as quand même envie de pouvoir les observer et d'être respectueux de leurs conditions de vie, etc. Et que t'acceptes de ne pas les voir, c'est un risque que tu cours, voilà, c'est comme ça. C'est quand même difficile de trouver des trucs éthiques à 100%. C'est un peu un casse-tête permanent, quoi. Ah, je vais cliquer Billy. Il me permet de recommander 2 lectures si vous voulez observer des animaux en France métropolitaine sans danger.
Guide de la show. Ah oui, c'est les kits de la show, ouais. Ouais, il faut que je les achète. Pour les loups, le parc Alpha dans le 06 est top. La vraie éthique, c'est de le laisser totalement tranquille. Donc, gros dilemme pour les passionnés. Bah ouais, c'est ça. C'est ça le souci. Et d'un autre côté, en plus, je suis en train de penser à ça en même temps. D'un autre côté, en fait, les animaux aussi que tu vois dans les refuges et les parcs et tout ça, comme c'est des animaux qui sont souvent nés en captivité, ils peuvent pas être réintroduits n'importe comment dans la nature. Pour la plupart, ils ne pourront pas l'être parce qu'en fait, ils ne savent pas chasser, ils n'ont pas développé assez leurs instincts, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais de ces animaux-là? Donc, c'est compliqué. C'est vraiment un dilemme permanent, quoi. En vrai, la randonnée ou bivouac, c'est encore le meilleur moyen de voir des animaux. Oui, alors ça, c'est un de mes plaisirs de fou en rando. En rando, quand tu vois les oiseaux, quand tu vois les marmottes, quand tu peux voir des fois des mouflons, alors je sais pas si c'est des mouflons, mais bref, le genre de truc là qui marche en hauteur, là, je sais pas si c'est des mouflons exactement, mais vous avez capté. Ça, c'est vraiment agréable. Et comme tu es dans des réserves naturelles, tu sais que justement c'est un endroit où la chasse est interdite, où tu es censé ramasser, de toute façon tu es censé ramasser des déchets partout, réserve naturelle ou non, mais bon, voilà, et c'est toi qui es de passage, c'est toi qui gêne, donc c'est toi qui fais en sorte que ta présence ne soit pas remarquée. Et ça, c'est vraiment très agréable. Des biquettes des Alpes. En Big 2025, alors qu'on n'a jamais eu autant de ressources et d'accès à l'information, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour se documenter sur tous les animaux, alors autant les laisser tranquilles au lieu de vouloir égoïstement les rencontrer, à qu'à les perturber. Ouais, totalement, ouais. Non, mais c'est juste que j'aimerais trop voir des éléphants dans leur environnement naturel, mais si ça les perturbe d'une quelconque façon, je préfère ne pas le faire, parce que j'aime trop les animaux pour faire ça, tu vois. Mais... Parce que j'aimais trop regarder quand j'étais enfant, c'était vraiment les documentaires animaliers là qui suivaient. Alors c'est scénarisé bien sûr et tout, mais qui suivaient les familles de lions là, qui suivaient les troupeaux d'éléphants et tout. J'aimais trop, j'étais fascinée. C'est trop compliqué, rivage. Costume d'éléphant est la seule solution. Merci Sérop pour le 51e mois, merci beaucoup. Oui, Our Planet, j'avais commencé à regarder, c'était tellement chouette aussi. Merci beaucoup Tartef pour le 3e mois de sub. Théa, merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Justine, merci beaucoup pour les 3 ans, merci beaucoup. Merci Bob du Grand 8 pour les 2 ans. Vicalizir, merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Sun Eagle pour le 22e mois, merci beaucoup. Et après, attends, Rhinocéros, je crois pas que j'allais remercier non plus. 16e mois de Prime, merci beaucoup. Et merci Teacup pour le sub, bienvenue dans la communauté. Trotsky Ramisou, merci beaucoup pour le 19e mois de sub, merci bien. Il y a un lord de malade sur les loups du Yellowstone avec une femelle qui est hyper dominante qui faisait la misère à toutes les meutes. Bah, c'est comme l'histoire des lions. Il y avait une troupe de lions en Afrique du Sud. Je t'ai déjà oublié comment ça s'appelait. Troupe de lions. C'était des mâles. Putain, vous avez la ref ou pas? En fait, c'était des lions mâles qui vivaient en groupe, ce qui n'arrive jamais. Et ils étaient un peu terrifiants parce qu'ils tuaient plein de bétail ou je sais plus quoi. Il y avait une guerre avec... Pourquoi ça s'est coupé? Il y avait vraiment un article sur Wikipédia en mode la guerre avec les lions, quoi. Les lions de Mapogo, exactement. Merci beaucoup, vous êtes trop vifs. Je vous conseille de... Si vous vous intéressez au comportement animal, je vous conseille de lire cet article Wikipédia qui est vachement intéressant sur la coalition des lions de Mapogo, qui est vraiment, vraiment étonnante. La coalition des lions de Mapogo était une bande de lions sud-africains mâles qui contrôlait la région de Sabisand dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. La coalition est devenue tristement célèbre pour son pouvoir et sa capacité à contrôler une zone d'environ 70 000 hectares.
On pense que les Mapogo ont tué plus de 40 lions et lionceaux en un peu plus d'1 an. Les statistiques pourraient être plus élevées étant donné la superficie de leur territoire. Au plus fort de leur pouvoir, la coalition était composée de 6 mâles, le chef Makulu, Rasta, Dreadlocks, Pretty Boy, Kinky Tail et Mr. T. Et c'était vraiment ouais, un boys club de lions, quoi. Un boys club de lions. Et vraiment, ils ont... Regardez, c'est vraiment série, quoi. Montée en puissance de la coalition Mapogo, scission dans la coalition, la mort de Kinky Tail, décès de MT. Enfin, c'est fou, quoi. Et normalement, les lions mâles ne vivent pas entre eux, quoi. En fait, les jeunes lions, oui, mais quand ils sont adultes, généralement, non. Voilà, donc si jamais vous vous intéressez au comportement animal, je vous conseille de lire cet article. On dirait qu'il parle d'un groupe de musique carrément, bah un peu, ouais. Imagine, t'es un lion, tu découvres qu'on t'appelle Kinky Tail, ouais, j'avoue. Attends, je regarde si tu m'as ouvert One Shopus. Ah, c'est un article qui se demande si les loups ont appris à utiliser des outils. C'est un truc d'oiseau, ça, en général. Ah oui, il se sert d'une bouée. Pour faire quoi? C'est pas une bouée, c'est un piège à crabe, en fait. Il est en train de se servir du piège à crabe pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, waouh. Oh, waouh. Il est en train de pêcher, quoi. Oh la vache. Et par contre, la caméra pile poil placée au bon endroit. Hein. Damn. Il essaie d'avoir le FF14, je reconnais ça. Il récupère les appâts à l'intérieur, ouais. En fait, il est pas en train de pêcher, il récupère le... Il a senti l'odeur des appâts et il mange l'appât qu'il y a dans le truc, quoi. Non, c'est quand même fascinant, hein. C'est quand même vraiment fascinant. Non, pour moi, c'est pas l'IA, ça. Non, l'image est trop cohérente, en fait. Les mouvements de l'eau font trop cohérents. Les comportements du loup sont trop cohérents aussi. Je sais pas comment expliquer. Je comprends que maintenant, on se pose la question pour tout, mais là, ça fait vraiment pas IA, là, je trouve pas. C'est trop spécifique pour être de l'IA. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop particulier. En plus, c'est le site Science, voilà, donc... Et ça a été publié sur National Geographic. Ouais, je pense que le fact-check, il a été fait il y a un moment. Hein. La vidéo est trop longue pour être de l'IA. Oui, clairement, en plus. Il a dû voir des humains l'utiliser et se dire « Ah, les cons, ils ont mis de la bouffe là-dedans, c'est à moi !» Il y a des changements de comportement comme ça chez plein d'animaux, notamment certains orques qui vont aller chasser dans les filets des pêcheurs parce qu'elles ont appris que les poissons se trouvaient là. Oui, j'ai vu aussi qu'il y avait des orques qui avaient tendance à attaquer les bateaux parce que menaçant la... Enfin, il y a pas mal d'histoires de bateaux qui ont été attaqués par des orques. Et c'était quoi l'une des théories, en tout cas des chercheurs, parce que c'est impossible de savoir, mais...
que possiblement... Ah, j'ai pas à dire une connerie, vous me contredisez si vous avez peut-être lu l'article aussi, parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps. Où en gros, je crois que les orques ont très très bonne mémoire et transmettent leurs connaissances, entre guillemets, en fait, aux autres, quoi. Et qu'il est possible qu'il y ait un bateau qui ait été violent avec des orques et que maintenant ils s'en prennent à... Enfin, il y a un endroit où ils s'en prennent au bateau de manière générale par transmission, quoi. Il me semble que c'est ça, non? J'ai peur de dire une connerie. Note le bateau. Cette théorie a été démentie par beaucoup de chercheurs. Très bien. Très bien. Bon. C'est pas une question de jeu. Ils jouent mais sont tellement gros que ça défonce la coque. Je sais pas. C'est plus par jeu apparemment. Mais par contre, je crois que le truc de la mémoire, je crois que c'est un truc qui est vrai pour les corbeaux, non? C'est quelle espèce on en avait parlé il y a pas si longtemps. Des oiseaux qui ont super bonne... Oui, c'est les corbeaux, hein. Les phoques se réfugient sur les bateaux, il y a peut-être un lien. Ah ouais? Corbeaux, faut pas les embêter, ouais. Les corbeaux, c'est trop fascinant. De toute façon, les oiseaux... Moi, ça, c'est un animal que j'aurais jamais, mais j'avoue que je suis plusieurs personnes qui ont des... Alors, c'est pas des corbeaux, mais c'est des perroquets qu'ils ont en général. Alors, les perroquets, on imagine toujours le cacatoès ou l'ara, mais il y en a plein d'autres, des plus petits. Et ils montrent certaines propriétés, ils expliquent plein de choses et tout. C'est trop fascinant. Je pourrais vous retrouver les comptes si ça vous intéresse d'ailleurs. Mais c'est trop intéressant. Mais c'est une bestiole que j'aurais jamais parce que là, pour le coup... C'est un animal qui est très difficile à faire garder et en plus de ça, c'est des animaux qui vivent 30, 40 ans. Alors, on dit souvent que les perroquets, ça vit 70 ou 80 ans. Ça, c'est pas toutes les espèces de perroquets, mais bon, quand même, quoi. Les éléphants communiquent entre eux, je crois. Genre des groupes qui n'ont jamais été en contact avec des humains s'en méfient parce que d'autres éléphants attaqués par les humains les ont prévenus. Source, je sais pas. Où sont les éthologues du chat quand on a besoin d'eux? Les crocodiles ont une bonne mémoire également pour localiser les proies potentielles dans le temps et suivre leur comportement. Ça me fait penser à un truc. Et là, chaque personne qui a un chien va pouvoir s'identifier à ce que je viens de dire. Il y avait, quand je baladais Oliver en région parisienne, dans un parc précisément, une fois, il avait réussi à trouver un truc à bouffer, je ne sais quoi, peut-être du poulet, j'en sais rien, dans un buisson. Et bah, toutes les balades, mais même 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard, il allait sur le même buisson pour voir si c'était un buisson à saucisses exactement. Le buisson magique. Il n'y avait jamais rien. Mais il s'en souvenait. Mais après, je sais plus si ils s'en souviennent ou si en fait ils sont un peu routiniers et comme ils ont pris l'habitude de le faire, parce qu'ils se souvenaient à ce moment-là, ils continuent de le faire, pas par toc, mais par un peu habitude. Je sais pas comment dire. Genre, Oliver, quand je lui ouvre pour le jardin, il fait toujours la même ronde, toujours dans le même ordre. Il s'arrête toujours au même endroit. Il va toujours faire la même chose. Il a une routine, quoi. Imagine, il y a une autre saucisse qui pop. Ah bah oui, oui. Merci Akagara, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Xineop pour le 40e mois de sub. Merci beaucoup. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il était éthologue dans le chat. Je sais pas si c'est une vanne ou pas. Rhinocéros. Pour de vrai ou mytho? Ou blague? Il suit sa fiche de poste. J'ai fait une licence de bio au Canada, puis doctorat au Royaume-Uni. Sur quel sujet, rhinocéros, du coup? Parce que tu dois avoir une spécialité. C'est le métier de mes rêves quand j'étais enfant. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais il y a eu architecte pendant très longtemps, mais éthologue était ça. Je voulais être spécialisée dans les grands félins. Évidemment.
Éthologue, c'est l'étude du comportement animal. Ethnologue, avec un N, c'est l'étude du comportement humain. Et ça m'énervait trop parce que j'avais découvert ce terme dans un livre qui parlait d'animaux. Et du coup, très tôt, j'ai dit que je voulais être éthologue ou architecte. Et je me souviens que plusieurs fois, des adultes m'ont dit « Ah non, c'est pas éthologue, c'est ethnologue ». Et j'étais en mode « Non, non, non ». Parce que j'avais très vite appris la différence entre les deux, justement. Et je maintenais coûte que c'était bien éthologue. Et les adultes me contredisaient, ça m'énervait de fou. J'étais la petite actuali, 8 ans, actuali. Hermione IRL, bah c'était un peu ça. Hein. Dans le genre des habitudes, on avait un jardin qui est en 2 parties avec un grillage au milieu. Et mon chien a continué à passer par l'endroit de la porte pendant encore 3 ans après qu'on a enlevé le grillage et la porte. Ça m'étonne pas du tout. Oliver, il ferait la même chose. Attends, je vais avoir la réponse de Rhinocéros. Je lui pose des questions et j'ai pas vu. Non, pour de vrai, en quelque sorte, Tara, ma thèse est sur l'apprentissage du vol chez les oiseaux. Mais trop bien. Mais trop bien. L'apprentissage du vol chez les oiseaux. Extraordinaire. Ma chienne Shetland aussi est tellement routinière qu'elle connaît les jours de la semaine et les heures. Elle sait que le mardi à 17 h, on sort au village pour aller chercher notre panier à la map. Trop mignon. Mais je connaissais quelqu'un qui avait fait de l'éthologie aussi en France, à Clermont-Ferrand, justement. Alors, je sais pas, devait y avoir un truc d'éthologie, je sais plus quoi. Et du coup, j'ai toujours eu la passion pour les animaux. J'ai abandonné cette carrière parce que c'était trop orienté bio et tout pour moi. Mais il y a toujours cette fascination quand quelqu'un me dit qu'il bosse dans l'éthologie ou quoi. Je lui ai dit, tu bosses sur quoi? Et je crois qu'il bossait sur les frelons asiatiques. Et j'étais en mode, ah oui, c'est très loin des grands félins que je voulais étudier. Tu regardes Esprit Dog, Flo? Oui. Pas tout parce qu'il sort beaucoup de contenu, mais je regarde pas mal de choses. Spoiler, les oiseaux se cassent parfois bien la mouille par terre quand ils les apprennent, mais par contre, ils les apprennent vraiment vite. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas forcément emmener les oiseaux. C'était un truc qu'on avait appris lorsqu'on avait fait le stream, c'est un bail maintenant, avec Ultia sur les oiseaux. Où c'est-à-dire qu'un oiseau qui est tombé du nid, c'est pas forcément un oiseau qui est en danger de mort imminent. Bon, sauf s'il y a un chat à côté, évidemment, on s'entend. Mais qu'il y a plein d'oiseaux qui se loupent et les parents vont les chercher, quoi. En même temps, ça doit être un peu badant, hein, quand même. Hein. La première fois que t'y vas, le bébé pigeon, là... Je l'ai déjà dit ici, je crois. Oui, ça me dit un truc, Ben One Time, mais l'anecdote est quand même mignonne. Le bichon de ma grand-mère reconnaissait le générique des Feux de l'amour, car c'était l'heure de la sortie. J'adore. Allez, Banzai, je me lance. Ploch. Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas envie de partir sur un débat là-dessus, mais Esprit Dog, en fait, moi, j'aime bien ses conseils en termes d'éducation canine parce que justement, je trouve qu'il a jamais de. C'est toujours sur la confiance et jamais sur la contrainte physique ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il a des conseils qui sont pertinents et quand il donne des conseils du genre on s'adapte aussi aux chiens et qu'il n'y a pas une méthode universelle qui vaut pour chaque chien et qui dit bah ce chien-là, tel chien en général on conseille de faire ça mais pour ce chien-là ça correspond pas et je trouve ça plus proche de la réalité de ce qu'est l'éducation canine. Donc j'aime bien l'idée. À moins que tu confondes avec autre chose, une autre chaîne. Par exemple, je défends beaucoup Esprit Dog mais je dirais pas la même chose d'Educ Dog. Qui sont des noms assez similaires, mais j'aurais vraiment pas du tout le même discours sur les deux chaînes. Alors qu'Esprit Griffon...
C'est quoi EducDog? C'est un youtubeur qui parle d'éducation canine, mais l'éducation canine, je trouve qu'elle se base beaucoup sur de la contrainte physique et de la peur chez le chien et toute cette logique de dominance et de... J'aime pas trop. J'aime pas trop pour pas dire que je trouve que c'est de la merde, mais... Quand on parle des animaux, tout le monde a un avis. Même ceux qui n'ont pas des animaux, parce que ma tante a eu un hamster un jour, donc je sais comment éduquer un chien positivement. Moi, ça, je crois que c'est le profil qui me rend le plus ouf. C'est... Oliver est un chien qui est timide. Et qui ne fait pas confiance aux inconnus comme ça, et qui ne va pas se laisser caresser si vous ne le connaissez pas. Je vis avec depuis 5 ans, je sais comment il fonctionne, je sais comment on fait pour se mettre Oliver dans la poche. Et c'est pas en lui donnant des croquettes, c'est pas... Voilà, c'est qu'à un moment, si, il faut que vous soyez... faut que vous soyez chez moi, donc c'est chiant. Il faut que vous soyez chez moi. À un moment, Oliver, il va vous observer un peu comme un chat. Il va vous observer de loin, comme ça. Si vous vous désintéressez de lui, il va se dire « Putain, il s'intéresse pas à moi, ça me fait chier. » Donc Oliver, faut tout sauf essayer de le caresser. Parce que c'est un peu en s'intéressant pas à lui qu'il se dit « Tiens, 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 tiens. » Et au bout d'un moment, il va apporter un jouet. Un peu en mode test, mais un petit peu... C'est pas trop encore si vous êtes une grosse brute, si vous allez respecter le fait qu'il veuille pas être caressé, donc il l'apporte un peu, mais de loin, quoi. Et si vous commencez à jouer avec lui, là, il va devenir un peu plus friendly, et là, il va se laisser caresser. Mais faut être patient. Faut être patient. Par contre, si vous arrivez à caresser Oliver, là, pour le coup, il sera très démonstratif avec vous, il sera très cool et tout, mais ça se gagne. Vraiment comme un chat. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est les gens qui vont me dire « Non, non, mais moi, j'ai eu des chiens toute ma vie. Je sais faire. Je vais te montrer. J'ai le pire de « J'ai un truc avec les animaux, t'inquiète, ils viennent à moi. » Ça n'a jamais marché. À chaque fois que les gens ont une espèce de truc en mode « Non, non, mais moi, avec les animaux, je sais faire. Je vais faire ma méthode comme d'hab. J'ai toujours eu des animaux, je sais faire. » Ça ne marche pas. Les gens sont vexés et les gens vont forcer à tout prix avec leur façon de faire, ce qui fait qu'Oliver devient encore plus craintif. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, la plupart des chiens sont assez faciles à caresser en général parce qu'ils sont assez, ils sont pas très timides et tout. Sauf que moi, je vis avec mon chien, je sais comment il fonctionne en fait. Combien de hommes parmi ces gens? Ah, pour le coup, je dirais que c'était un peu kiff-kiff. Hein. Échec critique innaturel. Les gens qui disent savoir, c'est intankable. Bah, surtout quand ils ont l'arrogance de penser que sur un être vivant qui a sa personnalité, qui a ses habitudes, qui a ses craintes, qui a... Enfin, bref, ça m'énerve, quoi. C'est moi qui vis avec mon chien, je sais comment il fonctionne, et je l'ai vu rencontrer je ne sais combien de personnes. Voilà. Ça m'énerve. Hein. Parce que moi, j'irai jamais chez quelqu'un... Il me dit attention mon chat, faut pas trop le calculer, il est hyper craintif, faut un peu le laisser tranquille si tu veux qu'il vienne à toi. Mais jamais ça me viendrait à l'idée de contrarier la personne en lui disant non non mais t'inquiète, je vais faire à ma façon, je sais mieux que toi. En plus t'es chez la personne, c'est pas respectueux. Bref, je pourrais en parler des heures, ça m'énerve, mais j'ai eu plusieurs situations comme ça où j'ai vu des gens caresser Oliver alors qu'il était complètement dans un coin. Il pouvait pas se reculer et tout. Et la personne, elle me dit, tu vois, je peux le caresser. Comment ne pas péter un plomb? Mon chien ne peut pas s'échapper. Heureusement qu'il est gentil et qu'il va pas mettre l'écrou derrière. Mais il y a des chiens qui seraient moins sympas. Hein. J'ai une Shiba depuis 6 ans. Je prétendais pas dire que je sais dresser un autre Shiba avec un autre caractère. Sam, t'as un Shiba et on voit pas tant de photos que ça du Shiba, quoi. Si je peux me permettre. Ah, si. si, on en voit Florence. Putain, je crois que je l'ai jamais vue. Je crois que je l'ai jamais vue. Je suis pas passée au bon moment à chaque fois. J'ai pas de chance. Ah, faut que je regarde les yeux, ça m'intéresse. Merci pour l'info. Ne jamais caresser un chien que tu ne connais pas et qu'il ne te connaît pas. Et ensuite, par principe, je le laisse venir à moi s'il a envie.
En fait, si les gens se comportaient avec les chiens comme ils se comportent avec les chats, ça se passerait beaucoup mieux. Mais en fait, comme ils ont peur que les chats leur mettent un coup de griffe, les gens sont vachement plus respectueux des chats que des chiens, je trouve. Dans leurs attitudes. Parce qu'ils savent que la plupart des chiens, en fait, la plupart des chiens diront pas grand-chose. Alors que le chat, il s'en fout, il se mettra un coup de griffe, quoi. Les Shetlands sont en général assez timides. La mienne a tendance aussi à reculer si quelqu'un qu'elle ne connaît pas essaye de forcer. Pareil. C'est vraiment un comportement de Shetland. Hein. Dans cette situation, Florence, pourquoi tu ne leur sautes pas à la gorge à ces malpropres qui agressent clairement ton chien mérité après? Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais dans des situations où c'est un peu plus compliqué que d'autres, et je ne vais jamais ne rien dire, mais en fait, si la personne en face ne respecte pas, tu n'as pas toujours la possibilité de mettre un stop à la situation. Par contre, je vais toujours essayer de faire de faire en sorte que ça ne réarrive pas dans la foulée. Par contre, je vais toujours être du côté d'Oliver et faire en sorte d'arrêter l'interaction, de le faire venir vers moi. Et Oliver le sait très bien parce que généralement, il se réfugie dans mes pattes en mode c'est moi qui fais écran, quoi. Mais... Il y a un chien chez moi qui est aussi craintif des personnes et des autres chiens car il a eu beaucoup de mauvaises expériences. Et à chaque fois que l'on promène dans un endroit avec beaucoup de monde, il y a toujours des gens pour essayer de le caresser. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve. Alors qu'il a une étiquette craintif sur son harnais. Non, les gens abusent. Et qu'on prévient qu'il est craintif, les gens forcent de fou et du coup mon chien aboie car ils ont forcé alors qu'il ne voulait pas. C'est horrible comme situation parce que c'est en train d'aggraver le problème sur ton chien. J'ai vraiment la même chose sauf que j'ai pas l'étiquette craintif, quoi, mais... les chiens forcent et du coup ça renforce son comportement de j'ai raison d'avoir peur. J'ai raison d'avoir peur parce qu'en fait les gens, je les connais pas, ils me font un peu peur et ils s'approchent de moi et même quand je montre que j'ai pas envie, en fait on respecte pas ça. De toute façon, on en a déjà parlé plein de fois, mais vous avez le droit d'adorer les chiens et d'avoir envie de caresser des chiens que vous ne connaissez pas. Mais je vous en supplie, demandez au maître avant. Pour des raisons de sécurité, parce que par exemple, il y a des chiens qui ont de l'arthrose. Et si vous leur caressez le bas du dos, bah peut-être qu'ils vont avoir une réaction un peu violente parce que vous leur avez fait mal. Mais en fait, c'est pas marqué sur leur visage qu'ils ont de l'arthrose. On demande toujours au maître si c'est ok de le caresser. Hein. Toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a un truc que j'ai constaté. C'est que je trouve que les enfants que je croise en balade sont hyper respectueux de ça et je pense que la nouvelle génération de parents apprend beaucoup ça parce que c'est très très souvent que j'ai des enfants qui viennent me voir et qui me demandent est-ce que je peux caresser le chien parce que leurs parents leur ont appris et alors ce qui est frustrant c'est qu'à chaque fois je dis bah tu peux essayer mais il est timide donc je pense qu'il acceptera pas. Et à chaque fois, Oliver n'accepte pas. Il a un peu peur des enfants en plus de ça. Donc voilà. Mais à chaque fois, pour un peu valoriser l'enfant, à chaque fois, je dis c'est très bien de demander. Tout le monde le fait pas. C'est la bonne méthode à avoir et tout. Et puis les parents, ils sont fiers à côté. mais par contre, je trouve que les enfants sont tellement plus respectueux que plein d'adultes. Je vous jure. Je vous jure, vraiment, c'était assez rare les enfants qui caressaient le chien sans autorisation. C'est vraiment un truc d'adulte de faire ça. Hein. Les enfants savent parce qu'ils ne veulent pas non plus qu'on les force à faire la bise à tous les adultes. Mais probablement, en vrai. Probablement que c'est vrai. Je pense qu'ils arrivent beaucoup plus à se mettre à la place du chien, en effet. C'est super de demander. Pour moi, c'est oui, mais pour moi, le chien, c'est non. Bah, c'est littéralement ça. Mais en même temps, ça leur apprend le consentement aussi, d'une certaine façon. Hein. Toujours dire à mes enfants, 1, on demande, 2, on présente sa main et on les laisse renifler. Bah ouais, c'est la méthode, hein. Tu fais la bise encore? Bah les enfants, on les force beaucoup à faire des bisous, hein. Alors après, peut-être que la nouvelle génération oblige moins à faire ça. Mais vous vous souvenez pas, quand on était enfant, moi, je sais plus trop si c'est une situation que je vivais ou pas. Franchement, j'ai pas de souvenir de ça. Mais on te force à faire un bisou à la vieille tante que t'as pas vue depuis 6 ans. Et bah t'es pas à l'aise parce que c'est une inconnue à tes yeux.
Et du coup, tu veux bien dire bonjour, mais t'as pas envie de faire un bisou, quoi. La vieille Tati qui pique. Les Shetland sont en plus assez fragiles. La mienne, quand elle était très jeune, a été Je rigole parce que moi, je dis toujours qu'Oliver a le traumatisme facile. La mienne, quand elle était très jeune, a été traumatisée par une petite fille de notre immeuble qui essayait de lui faire peur dès qu'elle la voyait. Et depuis, elle a peur des voix aiguës de petites filles. Ouais, et c'est des chiens qui marquent. Ils ont une trop bonne mémoire, c'est chiant. C'est chiant, parce que c'est vrai qu'une situation comme ça, en fait, après, ils sont marqués... Oliver, il a des réflexes de trucs qui sont arrivés il y a 4 ans. C'est arrivé une fois, il s'en souvient. Il a fait une assimilation. Force. J'ai vraiment le même profil. Hein. Détestais faire la bise et dire bonjour du coup à la place. Je serrais la main en détendant le regard. Mes parents ont cru que j'étais sur le spectre de l'autisme alors que bah non. Mais ça me paraît hyper logique de pas avoir envie de faire un bisou à quelqu'un que tu connais pas. Par contre, tu dois dire bonjour. Tu dois dire bonjour, mais tu peux dire bonjour oralement. Tu peux faire un check aussi. Les enfants, ils aiment trop faire des checks. Et moi, il y a des enfants où je sentais qu'ils étaient un peu timides et quand ils me disaient bonjour, je leur disais tu fais un check ou et là ils sont contents, genre ça m'est arrivé plusieurs fois, ils aiment bien. C'est un truc de grand dans leur tête donc. Mes potes disent à leur gosse fais un bisou à tonton et moi je dis à chaque fois si tu veux, c'est le seul truc qui me cringe chez eux sinon ils sont adorables. Bah ouais, et puis en plus t'as pas envie d'être la personne qui a pas d'enfant et qui explique comment faire, mais... Et de contredire, en termes d'éducation, l'enfant... Enfin, les parents devant l'enfant, c'est un peu gênant. Mais d'un autre côté... Enfin, personnellement, c'est réciproque. Quand je connais pas beaucoup un enfant, j'ai pas spécialement envie qu'il me bave sur la joue non plus, quoi. Tu n'as pas envie d'un bisou? Mais c'est pas grave, c'est tout à fait réciproque. Je n'ai pas envie de ton bisou non plus. Ça arrive encore en France. J'ai encore beaucoup d'amis et membres de ma famille qui forcent aux enfants de me faire un bisou. Je dis toujours non, si tu n'as pas envie, c'est pas grave. Et je vois beaucoup moins ça au Canada. Ouais, ça m'étonne pas de fou. Ça m'étonne pas de fou. Moi, mes nièces, des fois, elles sont un peu timides. J'écarte grand les bras en disant câlin. Généralement, ça marche. Mais après, encore une fois, j'ai l'impression que cette génération de parents est vachement plus sensible à ça et ils sont attachés à l'idée de dire bonjour, ce qui est normal. Mais un peu plus de la façon dont tu as envie que ça se fasse. Comme il y a des adultes qui sont plus tactiles que d'autres, les enfants ont le droit d'être un peu timides et de pas être tactiles non plus, quoi. Et si on passait sur Power Wash Simulator, ça fait 2 heures qu'on est en train de discuter alors qu'on pourrait faire la même chose sur Power Wash Simulator. Qu'en pensez-vous? En même temps, la bise, c'est typiquement français, non? Oui, mais les enfants, ils font pas vraiment la bise, ils font un bisou sur la joue et je suis pas sûre que ce soit propre à la France d'imposer à un enfant de faire un bisou sur la joue à quelqu'un qui connaît de sa famille, notamment. Camille, t'as pas un Shetland, toi aussi? Je suis en train de penser. Je viens de voir ton anecdote, mais... T'es pas de la team Shetland, toi? Les régions où on fait 3 ou 4 bises au lieu de 2, c'est quoi leur délire? C'est mon drame à Montpellier. 3 bises. Impair. Horrible. Horrible. Porte pas. Non, je suis de la team pure bâtard de 30 kilos. Putain, je confonds avec quelqu'un d'autre qui avait un pseudo qui ressemblait à toi et qui avait un Shetland aussi. 2, c'est bien. Pourquoi 3? Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi à Montpellier on fait 3 bises. Il y a un sentiment de non fini, je trouve. Et alors c'est horrible parce qu'à chaque fois que je dois faire la bise à des gens de Montpellier, à chaque fois t'as des gens qui me font ah bah non c'est 3. Et t'as des gens qui sont arrivés il y a pas longtemps donc ils savent pas que c'est 3, donc je essaie de les garder sous le coude donc on en fait que 2. Et des fois après les gens ils sont en mode bon bah ça fait longtemps donc faut que je m'acclimate donc je passe à 3. Du coup c'est toujours dire bonjour en faisant la bise à Montpellier, c'est toujours compliqué, c'est toujours une galère hein. C'est la confusion totale, quoi.
Je suis montpelliérain depuis peu. Ce qui m'énerve, c'est 3 et tu commences pas du même côté que le reste de la France. Ah si, par contre, tu commences tu commences par la joue gauche. Si, c'est la norme. Mais attendez, il y a le site... Oh, on va pas parler de ça encore. Il y a le site combien de bises combien de bises.fr. Je vous jure, ce site existe. J'espère qu'il est pas down. Hop là, regardez-moi ça. Combien de bises? Une? Oh, il y a que le Finistère. Il y a que le Finistère. Donc une. La plupart de la France, c'est 2. Regardez, l'Hérault, c'est 3. Trop bizarre, hein? 4 du côté Aube, Haute-Marne, Yonne, voilà. Et 5, alors ça, franchement, je sais pas, j'ai pas de... Et je crois qu'on a le côté aussi par lequel on commence. Combien de bises faites-vous? Et voilà, et oui, mais c'est pas marqué par combien on commence. Je voudrais savoir, justement. Je veux pas répondre au sondage, je veux juste savoir combien par quelle bise on commence. 5, non, mais 5, c'est de la maltraitance à ce stade-là, je trouve. Ah, ça miaule sur Power Wash Simulator, là. C'est 2 dans le Finistère. Bah écoutez, hein, allez voter sur combien de bis.free.fr pour établir la vérité. Hein. Là, pour l'instant, vous êtes à 1. Hein. Mais 5, il n'y a pas. Hein. Ou alors c'est des trolls, je sais pas. Mais j'aurais voulu savoir par quel jour on commençait. Vous allez down le site, ouais. Combien de bis.free.fr qui va se faire dox, là. Pas mal de 1 dans le Finistère, oui, surtout chez les personnes âgées. Ok. Dans le menu, tu peux choisir droite ou gauche. Dans le menu. Quel menu? Parce que là, en gros, on me demande combien moi je fais de bises. Participer à la création de cette carte en votant, même pour confirmer le résultat actuel. Bah écoutez, moi je fais 2 et je commence par la joue. Oui, mais la joue droite de qui? Genre, le visage est là. Moi je fais ça. Mais en plus, ma caméra est en reverse, donc je touche la joue droite de la personne et c'est ma joue droite. Donc on considère que c'est la joue droite, oui, voilà. Mais je vais à gauche, vous comprenez? Je vais à gauche, du coup c'est pour ça que c'est perturbant. Donc j'ai voté. J'ai voté, mais j'ai toujours pas, le truc de par quelle bise on commence. Hein. C'est ça qui était bien avec le Covid. Franchement, le Covid, ça nous a au moins apporté ça. C'était que la bise est devenue moins systématique et je vous avouerai que c'est très agréable. Notamment quand on est une meuf et qu'on est censé jamais serrer la main ou quoi et qu'on fait la bise à tout le monde. T'arrives, moi ça m'est déjà arrivé, je sais pas combien de fois, aller au bar, y a 15 personnes, tu dois faire la bise 15 fois. Un peu envie de moumou quand même, franchement. Dont des gens que tu connais pas. Bon. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Donc maintenant, c'est plus ok de pas faire la bise. Ça, c'est cool. Et c'est plus ok. Mais c'est un peu revenu, hélas. C'est un peu revenu. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que les gens que personne n'aime faire la bise et pour autant les gens le font quand même quoi. Enfin, donc il y a vraiment des gens, il y a des gens dans nos rangs qui aiment bien faire la bise mais qui le disent pas. Et c'est ok. mais dites-nous en fait. Assumez. Moi je préfère un petit câlin. Ah ouais? Même au taf? Vraiment, je comprends pas le principe. Genre, on fait toucher nos joues en faisant un bruit de bouche, ça n'a aucun sens. Non, mais, non, mais c'est étonnant, je suis d'accord. Bah, c'est un code social, quoi, mais. Câlin aux collègues.
J'aimais bien serrer la main à tout le monde, j'avais l'impression d'être le maire. Attendez, je remercie les subs et juste après en passant pour Overwatch Simulator, on va pouvoir continuer exactement la même chose sauf qu'on va faire du Karcher en même temps. Merci Dwarf, merci beaucoup pour le 13e mois de sub. Aldebaran, merci beaucoup pour le 8e mois. Nanasbok pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci Mélange pour le 67e mois de sub. Ninoué pour le 75e mois, merci beaucoup. Merci Krakow pour le 13e mois de sub, merci beaucoup. Je viens de la VOD pour Overwatch sur YouTube où tu dis vous devez voir le pré-live de ce stream où on parlait des viewers qui ne voient pas qu'on les drague. En tant qu'aveugle moi-même, je me dois de voir ça. Où se trouve ce pré-live? Il est pas sorti? Bah... Attends, quoi? Je te réponds avec 15 minutes de lag, mais... Ah oui, non, c'est pas sorti dans l'ordre. C'est pas sorti dans l'ordre. Et bah, je pense qu'elle va sortir imminemment sous peu, mais effectivement, elle aurait dû sortir avant celle sur Overwatch Simulator. Non, mais c'est imminent. Elle est découpée, elle est dans la... Ça va sûrement être peut-être demain, je sais pas. Peut-être demain ou après-demain. La fameuse échelle de Billy. Elle aurait dû sortir dans l'autre sens, effectivement. Merci Salg pour le 62e mois de sub. Akagara, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup, merci et bienvenue à toi. Merci Xineop pour le 40e mois de sub. Xifrod pour le 14e mois. Merci bien. Merci bien. Est-ce que je prépare un pipi histoire de pas, au bout de 10 minutes de VOD sur Powerwash, de me barrer? Si, je pense que si. Attendez, je vous mets en face des petits chats. Voilà. Hop.